Pendant le confinement, le laboratoire de la Terre plate a fonctionné à plein régime. Sans télescope, sans instruments, peu importe, la science platiste ne s'encombre pas d'objets inutiles. Le professeur Waldeck s'est activé devant un auditoire d'élèves studieux. L'un d'eux a posé la question qui tue. J'étais en avion, j'étais en Afrique, j'ai jamais vu de courbure. Et quand j'ai voulu ouvrir donc le hublot la nuit pour essayer de voir si je voyais les étoiles, tu as directement l'hôtesse qui est arrivée. Il faut fermer. Et pourquoi il faut fermer? Ah, parce que ça empêche les gens de dormir. Ah, tu parles, ça empêche les gens de dormir. C'est parce que depuis l'avion, il paraît qu'on ne peut pas voir les étoiles. Ouais, Ça ouais, dépend. faut voir, ouais, ouais, faut voir si on peut voir les étoiles à quelle altitude. Bon, je ne sais pas si ces braves garçons ont les yeux en face des trous, mais moi, dans tous les avions que je prends, je vois les étoiles la nuit et j'arrive même à les photographier. Ici, par exemple, lors d'un vol Munich-Montréal, avec en prime une aurore boréale au-dessus du Groenland. On reconnaît facilement la grande ours. Là, lors d'un vol Boston-Montréal. Et là, enfin, au cours d'un vol Montréal-Lyon. Même avec la lune dans le champ, je pouvais voir 15 étoiles à l'œil nu. Et j'ai reconnu sans difficulté, toujours à l'œil nu, l'étoile Antares et la constellation du Scorpion. Mais les platistes et les complotistes sont ainsi fabriqués qu'ils n'arrivent pas à observer depuis leurs avions ce spectacle merveilleux. Aussi, lors de ce hangout, se sont-ils tournés vers le professeur Waldeck pour lui demander ce qu'il fallait en penser. Waldeck, tu peux nous dire pourquoi on voit pas les étoiles à une certaine altitude? Non, non, moi, jamais constaté, mais je peux l'expliquer différemment. Notre l'œil, c'est une minute angulaire. Et quand vous prenez la loi Tu vas trop vite, tu vas trop vite. Ça veut dire quoi une minute angulaire? Là, je vous épargne la suite. Pour déterminer ce qu'est la minute angulaire, ils ont tous ramé et parlé quelques minutes sans arriver à avoir les idées claires. Alors, pour faire simple, depuis environ 4 à 5 000 ans, en fait depuis les Sumériens et les Babyloniens, un cercle est divisé en 360 secteurs réguliers que l'on nomme degrés. Chaque degré est lui-même découpé en 60 subdivisions que l'on nomme minutes, et chaque minute en 60 secondes. Une minute d'angle, c'est 1/60 de degré. Et une seconde d'angle, c'est 1/60 de 1 minute, ou encore 1/3600 de 1 degré. Pour mesurer la taille visuelle d'un objet, on parle de diamètre ou de taille angulaire. Autrement dit, de l'angle sous lequel on le voit et dont la tangente est égale au rapport de la taille de l'objet en mètres ou en kilomètres, par exemple, et de la distance qui le sépare de l'observateur, exprimée elle aussi avec la même unité, mètre ou kilomètre. Si l'objet est proche de moi, sa taille angulaire, son angle sous lequel je vais le voir, sera plus grand que s'il est éloigné. Après ces préliminaires géométriques, Waldeck a développé une double argumentation. On ne peut pas voir les étoiles parce qu'elles sont trop petites à l'œil nu, et parce que, au-delà d'une certaine distance, leur lumière n'est plus visible. Sa conclusion est donc que les étoiles telles qu'elles sont décrites par les astronomes et les astrophysiciens n'existent pas. toutes leurs histoires des étoiles éloignées, etc., c'est du pipeau. Parce que moi, j'ai vérifié ça aux sources. Waldeck prétend qu'à l'œil nu, on ne peut pas voir des objets qui mesurent moins de 1 minute d'arc, soit 1/60 de degré. Pour donner une idée, la Lune, telle qu'on la voit dans le ciel depuis la Terre, a un diamètre de 1/2 degré environ, soit approximativement 30 minutes d'arc. Selon Waldeck, un objet 30 fois plus petit que la Lune n'est plus visible à l'œil nu. Et ton l'œil, la sensibilité de ton l'œil ne permet pas de voir plus bas au-dessus de cette distance. Donc, pour les Mmh. étoiles, alors, Mmh. est-ce que ça, nous avons compris, là, c'est sa sensibilité de l'œil. Parfait. C'est la construction mécanique, elle est comme ça. Est-ce que c'est clair? J'ai donc vérifié. J'ai récupéré dans ma boîte à broles de modéliste du carton mousse noir, puis je l'ai percé avec un fourré de 1 mm de diamètre, et j'ai scotché ce cache noir sur un projecteur LED de 30 watts. J'ai donc créé une source lumineuse dont la surface d'émission mesure 1 mm de diamètre. Il faut maintenant que je la place à une distance suffisante de moi pour que son diamètre angulaire soit inférieur à 1 minute d'arc. Le calcul est simple. La tangente d'un angle de 1 minute d'arc est égale au rapport de la taille de l'objet, ici 1 mm, sur la distance avec l'observateur. Pour connaître la distance au-delà de laquelle ma source lumineuse sera inférieure à 1 minute d'arc, je dois diviser son diamètre par la tangente de 1 minute d'arc, ce qui donne
3 mètres et 43 cm. Bon, allez, soyons fous. Je vais éloigner ma source lumineuse d'encore plus, de 6 mètres. Elle aura donc un diamètre angulaire de arc-tangente de 0,001 divisé par 6, soit 0,57 minutes d'arc. Environ moitié moins qu'une minute d'arc. Selon la théorie du professeur Waldeck, je ne dois plus voir cet objet à l'œil nu. Voilà mon trou de 1 mm. Je suis juste dans l'axe. Voilà. Et maintenant, je vais me reculer d'environ 6 mètres. Allez. Voilà, je ne veux pas aller plus loin. C'est le mur du jardin. Et si je regarde, le point lumineux est toujours visible. Alors qu'il ne fait que 1 mm de diamètre. Et comme je suis à 6 mètres, il est inférieur à la minute d'arc. Waldeck a donc totalement tort. C'est donc complètement raté. Je distingue nettement à l'œil nu un objet qui mesure moins de 1 minute d'arc. Et puis, en poursuivant l'observation de mon environnement, si je tourne mon regard vers la vallée dans laquelle j'habite, je vois au loin des points lumineux. Ce sont des éclairages publics qui mesurent environ 20 cm de diamètre au maximum. Ces 2 points lumineux, à droite de la chapelle Saint-Romain, sont à 1 km et 470 mètres de ma position. Ils mesurent donc arc-tangente de 0,2 divisé par 1470, ce qui est égal à 0,46 minutes d'arc. Quant à ceux qui sont à gauche, dans la station de ski de Puy-Saint-Vincent, ils sont situés à 2 km 500 de ma position. Ils mesurent donc en diamètre angulaire, arc-tangente de 0,2 divisé par 2500 égale 0,27 minutes d'arc. 1/4 de minute d'arc. Et mes yeux sont capables d'autres exploits. En pleine nuit, je distingue parfaitement les feux verts et les feux rouges des avions qui me survolent à 10 km d'altitude. Ces feux mesurent environ 20 cm au grand maximum. En fait, ils sont un peu plus petits, mais peu importe, je garde la valeur de 20 cm. Ils ont donc une taille angulaire de arc-tangente de 0,2 divisé par 10 000, soit 0,06 minutes d'arc. Dans son cours magistral, le professeur Waldeck explique que cette minute d'arc est fonction de la sensibilité de l'œil ou de sa mécanique. Bon, encore une fois, le professeur Waldeck patauge. Tout d'abord, cette taille angulaire n'est pas une sensibilité, mais une résolution. Ensuite, elle ne provient pas de la mécanique de l'œil, mais du diamètre de la pupille, c'est de l'optique. En effet, pour n'importe quel dispositif optique, la capacité à distinguer des détails est une conséquence du diamètre du récepteur. C'est l'astronome Airy qui a formulé cette loi empirique en 1835. La taille angulaire minimale d'un objet que l'on peut observer dépend de la longueur d'onde de la lumière qu'il émet ou qu'il réfléchit et du diamètre du récepteur. En plein jour, la pupille de l'œil mesure environ 3 mm. Elle permet de discerner des objets d'environ 1 minute d'arc. Là, Waldeck semble avoir raison. Mais Waldeck a oublié que la nuit, la pupille de l'œil se dilate pour faire entrer plus de lumière et donc voir un peu mieux. Elle peut alors atteindre 10 mm. Ce qui fait que, automatiquement, nous sommes capables de voir des objets ayant une taille angulaire plus petite la nuit que le jour, et nos yeux franchissent allègrement la barre de la minute d'arc. Avec mon télescope de 127 mm de diamètre, par exemple, j'augmente ma capacité à voir des détails. Leur taille angulaire descend juste en dessous de la seconde d'arc, soit 60 fois moins que la minute d'arc. Voici par exemple 2 photos du village de Puy-Saint-Vincent situé en face de chez moi à 1500 mètres. La photo de gauche est prise avec une lentille de 50 mm de diamètre. Celle de droite avec le télescope de 127 mm de diamètre. Ce qui fait que je peux lire dans le cartouche « Sainte Marthe, priez pour nous » et la date 1931, c'est la taille du miroir du télescope de 127 mm qui augmente la résolution de l'image. Elle passe de 2,8 secondes d'arc à environ 1 seconde d'arc. Et c'est très exactement pour cela que les astronomes du monde entier construisent des télescopes au diamètre de plus en plus gros, tout simplement pour observer des détails de plus en plus fins.
Mais il reste la question du point lumineux de 1 mm que j'ai créé, ou des éclairages électriques publics dont la taille angulaire est très faible. En fait, je ne peux pas les voir comme objets matériels, mais en revanche, ce que je vois, c'est la lumière qu'ils émettent, car dans mes yeux, la rétine est tapissée de bâtonnets et de cônes qui réagissent à la lumière reçue. Ainsi, même si l'objet ne peut pas être discerné par le diamètre de ma pupille, ma rétine est capable de capter la lumière qu'il émet. Tout cela, le professeur Waldeck doit le savoir, lui qui a des appareils photo et qui a possédé un temps un télescope. C'est le b.a.-ba de l'optique et de l'astronomie. Le professeur Waldeck serait-il en train de mentir comme un arracheur de dents polonais ? Je le soupçonne fort. Mais pour cela, il faut écouter la suite de son cours magistral. Et là, c'est la loi des carrés en inverse qui s'applique. Alors, qu'est-ce que nous dit cette loi? La loi en carré inverse nous dit que l'énergie, force, diminue avec la distance. Là, avec la loi en carré inverse, Waldeck donne l'impression de hausser le niveau. En fait, non. Le professeur Waldeck patauge tout autant et il fabule toujours. Pour se faire comprendre, Waldeck dessine une lampe, des rayons lumineux et des carrés. Puis il compte le nombre de rayons lumineux qui sortent de chaque carré. Écoutons-le. Premier carré, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième carré, 1, 2, 3, 4, 5, bon, 6. Cinquième carré, 1, 2, 3, allez, bon, dis 4. 1, 2, 1. Et 50e carré, 0, 0, 0, 0. Et millionième carré, 0, 0, 0, 0. Est-ce que c'est compris? 0, 0, 0. C'est étrange. Une fois encore, je vais vérifier. Je dessine une lampe avec des rayons lumineux et des carrés. Et je compte les rayons lumineux qui sortent du côté droit de chaque carré. 7 rayons lumineux pour le premier, 5 pour le second, 3 pour le troisième, toujours 3 pour les 3 carrés suivants. Ah, un seul rayon pour le 7e carré, et puis pour les 8 suivants, toujours un seul rayon. Bon, très bien, jusque-là, je suis d'accord avec Waldeck. Mais il prétend que les choses changent avec le 50e carré. Or, Waldeck s'est bien gardé de dessiner 50 carrés. Ce garçon a décidément un poil dans la main. N'écoutant que mon courage, j'ai dessiné ces 50 carrés, et je suis même allé jusqu'à 60. Et là, hop, à 50 carrés, j'ai toujours un rayon lumineux qui sort du côté droite de ce 50e carré. Et même en allant voir plus loin, à 60 carrés, j'ai toujours un rayon lumineux qui en sort. Bon, peut-être est-ce plus loin que plus aucun rayon lumineux ne sort du carré, et donc que la lampe ou l'étoile deviennent invisibles pour l'observateur. À l'impossible, nul n'est tenu. 60, 120, 180, 240 carrés. Et toujours un rayon lumineux. Mais alors, pourquoi le professeur Waldeck affirme-t-il qu'au bout d'un certain nombre de carrés, ce nombre est égal à 0 ? Tout simplement parce qu'il ment comme un arracheur de dents polonais. Revenons à cette loi du carré inverse que le professeur Waldeck se garde bien d'expliquer à sa petite classe. Dans le cas d'une source lumineuse homogène, elle nous dit que la puissance lumineuse reçue sur une surface donnée, par exemple à travers la pupille de mon œil, varie en fonction inverse du carré de la distance. Plus la distance est importante, et moins je reçois de lumière. Si je double ma distance par rapport à l'objet que j'observe, la puissance lumineuse reçue par mon œil diminuera comme l'inverse du carré de la distance. Dans ce cas, elle sera 4 fois moindre. Cette puissance lumineuse reçue diminue, certes, mais elle ne devient jamais égale à 0. En mathématiques, on dit qu'elle s'approche asymptotiquement de 0. Même si je suis très éloigné d'une source lumineuse, je reçois toujours un tout petit peu de sa lumière. Peut-être pas suffisamment pour que la rétine de mon œil l'aperçoive. Ici, il faut abandonner l'œil humain, qui est certes une machine optique extraordinaire, mais limitée malgré tout. Il faut donc utiliser des capteurs capables de mieux voir des objets faiblement lumineux en stockant leur faible lumière, les pellicules photo ou mieux, les capteurs numériques. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que derrière mon hublot, j'avais compté 15 étoiles à l'œil nu. Pourtant, cette photo en montre une bonne centaine. C'est tout simplement parce que, avec mon appareil photo, j'ai pu augmenter la sensibilité du capteur à 5000 ISO
et que j'ai posé 1 seconde en calant l'appareil photo. Le capteur a donc emmagasiné de la lumière que mon œil ne pouvait pas percevoir alors même qu'elle était présente. Voilà tout ce que le professeur Waldeck ne vous a pas dit, ce qui ne l'a pas empêché de terminer son cours magistral par cette apostrophe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair? Bon, en tout cas, s'il y a une chose qui est claire, c'est que le professeur Waldeck a menti à 3 reprises. On voit bien les étoiles depuis un avion, nous sommes très nombreux à les observer et à les photographier. L'œil humain peut voir des objets de moins de 1 minute d'arc. Et enfin, il est possible d'observer des objets très éloignés et faiblement lumineux en utilisant les capteurs adaptés. Et nous le vérifions encore une fois, les mensonges de Waldeck sont des faits Empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable,